Salut à tous pour ce troisième vlog. Alors nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et il est 16h. Donc c'est pour ça que je voulais que ce soit ce moment et cet espace parce que comme je vous le disais, il s'agit pour moi de jouer de l'exercice des sons dans cette langue magnifique qui est le français. Et donc puisque c'est ce fameux dimanche, eh bien on va aller droit au but parce que on va parler dans l'histoire des richesses perceptuelles autour de la question du zizi. Parce que le dimanche, on fait rien comme des gros manches. Alors pourquoi Parce que moi j'aime beaucoup Cuba et dans la musique afro-caribéenne et capverdienne, il y a un instrument que j'aime beaucoup qui s'appelle la clave, tout simplement parce que justement quand on réfléchit au concept de constitution et des espaces géographiques auxquels les problématiques de la violence sont liées, eh bien la clave c'est quelque chose dans la terminologie qui pour moi résonne justement parce que on pense aussi à l'enclave et à l'esclave. Donc en S, on continue, vous voyez le cheminement des prospectives précédemment évoquées dans mes modestes interventions. Et vous allez voir que ça continue de faire du sens si on déroule ce fil dans les articulations que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, je suis à nouveau en train de faire le trajet par lequel j'ai commencé la première fois. Vous avez remarqué que il y a peut-être des édifices clés que j'ai un peu cachés dans l'image. Et vous allez voir que c'est tout à fait prémédité parce que je suis un petit malin, quoi. Alors, on va faire spécifiquement ce trajet aujourd'hui. Donc, petite précision pour vous permettre d'accéder au sens de pourquoi je fais ça comme ça. Il s'agit de deux calvaires qui sont situés géographiquement à côté du foyer familial dans lequel j'ai grandi à un moment de ma vie. Vous allez voir que il y a des symboliques étranges qui y ont été perpétrés et qui m'ont permis dans mon cheminement personnel justement de relier un petit peu ces réflexions je trouvais intéressant de vous les restituer pour partager peut-être ce qu'elles m'ont offert d'avantageux. Donc je voudrais aussi remercier la chaîne Le Média et la dernière émission de Julien Terry sur les réflexions autour des problèmes liés au constitutionnalisme, justement. C'est intéressant, toute cette synergie en temps réel, de pouvoir toujours apprécier la richesse du génie populaire collectif du commun. Et c'est précisément dans cet amour pour l'existence commune et coercitive que je voudrais en prolonger justement l'effort de conscientisation. Donc c'est très très bien et je voulais vous remercier pour ça. Alors, si on part du lien entre démocratie et esclavagisme, on passe du coup par forcément la période hellénistique, puisque c'est la question du miracle grec qui, voyant l'humanité, ou en tout cas une part, pouvoir commencer à s'affranchir de l'aliénation de survie intellectuelle, en tout cas à cause de la proportion dans le temps du quotidien des tâches de survie, des corvées, on pourrait dire, si on féodalisait un petit peu l'époque pour la transplanter dans le Moyen-Âge, donc le servage, l'esclavagisme, en tout cas la suzeraineté, puisque il s'agissait de administrer l'autoritarisme, de perpétuer ces tâches dans un rapport à l'arbitraire qui justement, par la suite, était précisément remis en question.
Et donc refaire ce cheminement historique permet pour moi de recontextualiser le processus d'ensemble qui pour moi s'inscrit dans un processus encore plus grand, qui est celui de la réaffirmation des pleines capacités cognitives et psycho-affectives, de la perception de l'essence même de notre existence. Et vous allez voir, je vais m'en expliquer. Donc ce qui est intéressant avec tout ceci, c'est que on oublie quelque chose vis-à-vis du constitutionnalisme, c'est que en France, il a la particularité d'être articulé autour de son préambule, qui n'est pas simplement contextuellement national, mais qui est philosophiquement volontaire d'être le premier exercice territorial d'une visée philosophique beaucoup plus vaste, qui est l'universalisme des droits fondamentaux inaliénables et incompressibles à la personne. C'est-à-dire que dans l'articulation de ces textes tels qu'ils ont été composés puis proclamés, l'articulation du constitutionnalisme en France ne peut pas se faire sans son origine préambulatoire, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et on a tendance à l'oublier un petit peu, mais dans le texte, et de la nature. Et c'est très important, parce que justement, c'est ce qui redonne, à mon sens, toutes ces lettres de noblesse à ce qui est réellement l'objet du constitutionnalisme, justement, et particulièrement terminologiquement, étymologiquement. Alors, le constitutionnalisme vise à proclamer l'état de droit, oui, mais en France, avant tout, l'état des droits de l'homme, l'état des droits de l'homme. Et c'est justement toute la polysémie qui a tendance à être subvertie et aliénée par la tentative de subtilisation du rapport à la chose par un technocratisme antidémocratique, alors que vous allez voir, la richesse polysémique de la chose est justement précisément le contraire. Et ça fait partie pour moi de ces confusions qu'il faut absolument, impérativement, immédiatement dissiper une bonne fois pour toutes, parce que elles sont justement la matrice des phénomènes de régression ordo-sociopolitiques auxquels nous assistons aujourd'hui, à mon sens, à la misérable tentative, misère d'âme, misère de capacité de compréhension et de conscience, qui est beaucoup trop mue par une obsession et un dogmatisme d'une violence, ma foi, assez aveuglée. J'espère donc que cette vidéo pourra permettre de rectifier le tir, comme on dit, le plus rapidement possible, afin d'arrêter de faire des dégâts stupides. Et c'est précisément l'objet de ma mobilisation dans le fait d'apparaître à l'image ces derniers temps. Alors, la Constitution affirme avant tout le consensus, là où on pourrait y opposer la concision. Justement, le consensus se proclame politiquement par le fait de le formalisé définitivement par la perduration du texte, hein, c'est le vieil adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et justement, le rapport du rôle politique et de la parole remonte à des vieilles questions préalablement, elles aussi chrétiennes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que parmi les enseignements de ces spiritualités-là, existe au commencement était le Verbe dans la Genèse, ce qui, du point de vue de la méthodologie de l'analyse comparative et d'y inclure les disciplines de la psychologie systémique, eh bien, ça reste profondément signifiant, puisque il s'agit justement de considérer que le souffle est la première des propriétés du public, du commun et de la vie. Musique des sphères, électromagnétisme des planétoïdes, des étoiles du cosmos, spectrographie en général nous permettant justement d'en sonder les mystères dans les sciences modernes, sans lesquelles nous ne ferions rien.
et particulièrement ayant trait à l'énergie en général. Et vous allez voir, c'est loin d'être dénué de sens, puisque il s'agit du véhicule du vivant lui-même, premier, universel. Et justement, c'est parfaitement cohérent avec les visées philosophiques d'universalité des droits fondamentaux à l'existence. Pourquoi est-ce que il faut revenir préalablement sur des questions polysémiques de terminologie plutôt que d'essentialisme de genre? Parce que du point de vue du cheminement intellectuel, ça concerne justement la capacité de mobilisation commune et interactive du génie. Le génie, le pluri-regard en temps réel. Donc vous voyez comment on continue de prolonger les postulats que nous avons faits dans mes dernières interventions, et pourquoi ça continue d'être absolument central. Quand on stipule dans la Déclaration universelle de 1793 les droits de l'homme, la terminologie est plus subtile que certains réductionnismes qu'on pourrait en faire aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de parler du genre masculin, évidemment. Il s'agit du terme dans sa richesse polysémique d'être humain. Et justement, on va revenir un petit peu sur l'étymologie parce que je pense que c'est une précision nécessaire aujourd'hui. Donc, l'homme, originellement, vient de différentes racines. Ça vient justement de homme, homme O2ME, et précisément énergétiquement, c'est particulièrement signifiant parce que en théorie électrique, dans les systèmes et les circuits, dans l'application des lois de l'énergétique, vous avez les phénomènes justement de résistance ou résistivité des matériaux dans les conducteurs électriques, et on en mesure une échelle d'effet qui s'appelle l'impédance, et dont l'unité de mesure est justement le nom propre du physicien qui en a érigé la loi, la fameuse loi d'Ohm, OHM, qui a donné justement la quantité, la quantification du phénomène d'impédance dans les phénomènes de résistivité. C'est particulièrement central pour prolonger nos réflexions sur ce qu'on disait hier, sur les capacités à penser les paradoxes en temps synchrone de bypass énergétique, justement parce que, par exemple, électriquement, par rapport à l'électricité conventionnelle, vous considérez normalement que le reliage d'un système à la Terre est un système, par exemple, de sécurité dans les appareils domestiques, puisque c'est ce qui est censé être le plus court chemin d'évacuation d'une saturation énergétique dans le système qui, du coup, chercherait forcément à s'exprimer vers l'extérieur, et qui, si il ne se trouvait pas dans cette disposition architecturale-là, passerait à travers votre corps, vous électrocuterez donc au passage, et transformerait un outil en élément potentiellement létal pour vous, ce qui fait que on en fait la mise à la terre. Et que donc, théoriquement, électriquement, beaucoup de gens pensent que la mise à la terre est un retour au zéro électrique. Et donc, vous voyez comment cela est concerné par ces questions de polarité par rapport aux origines.